idéalement, on doit avoir dans un pays une eau de bonne qualité, un traitement des déchets bien suivi, des services qui sont bien équipés, mais malheureusement, il sera difficile dans nos pays de se débarrasser de ce genre de petits parasites qui, dans d'autres cieux, n'existent presque plus, où on les trouve de façon rarissime. Chez nous, je pense que 80 à 90% des enfants sont atteints de ce genre de parasites simplement parce que les conditions de vie ne sont jamais améliorées depuis 60 ans. En tout cas, faisons attention. Comme on ne peut pas boire de l'eau potable, ben malheureusement, on va boire de l'eau qu'on a sous la main et c'est cette eau qui, malheureusement, nous entraîne toutes ces parasitoses. Merci de faire attention à tout ça. Tout le monde n'a pas l'argent pour aller acheter de l'eau dans des supermarchés. Tout le monde ne peut pas aller dans des sources au fond des forêts pour boire de l'eau pure. Tout le monde n'a pas les moyens de se débarrasser des déchets à domicile. Qui, à votre avis, aurait pu faire ça? Suivez mon regard. Merci. Merci pour votre assiduité à notre émission. Merci, docteur. Pour les nouveaux, je me présente. Je suis le docteur Clément Ikapi, anesthésiste, réanimateur et animateur de l'émission. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose comme sujet les helminthiases, plus couramment appelés les vers ou parasites intestinaux. En réalité, c'est quoi un parasite? Ici, nous, en médecine, le parasite est défini comme un organisme, animal ou végétal, qui vit aux dépens d'un autre organisme vivant qu'on appelle hôte en ce moment-là, souvent d'une espèce différente, et profite donc de cet hôte pour vivre. Vivre pour un parasite se limite à peu de choses: se nourrir, se reposer et se reproduire. C'est tout. Dans ce qui va suivre, nous parlerons des vers intestinaux les plus fréquents, donc les plus connus, mais fort heureusement les plus bénins. Il s'agit, 1, des oxyures qui donnent l'oxyurose, des ascaris qui donnent l'ascaridiose. On parlera aussi du ténia, ou ver solitaire, ver long. Si on a un peu plus de temps, on va survoler l'ankylostome et peut-être la doue, mais bon sûr, l'ankylostome. Commençons par l'oxyurose, la pathologie donnée par l'oxyure. L'oxyure est un petit ver blanc mesurant 1 à 5 mm de long. Je dis bien millimètres de long, donc difficile à voir. C'est l'infection la plus fréquente dans les pays occidentaux. Elle touche généralement les enfants entre 2, 3 et 13 ans. Mais ceci dit, les adultes et les grands-enfants ne sont pas épargnés. Vous le comprendrez un peu plus loin dans mon exposé. Comment se contamine-t-on des oxyures? Les oxyuroses sont des maladies des mains sales, des os souillés, maladies de proximité de toilette. C'est une maladie des aliments crus et fruits crus mal lavés, car en situation d'hygiène précaire, les œufs d'oxyure sont partout. Une fois ingérés, les œufs d'oxyure éclosent dans l'intestin grêle et libèrent des larves
ces larves vont migrer au niveau du gros intestin ou côlon entre 3, disons 3 et 5 semaines. Ces larves arrivent à maturité pour obtenir des vers adultes qui vont s'agglutiner au niveau du cécum, c'est-à-dire au niveau droit, au niveau du gros intestin proche de l'appendice, juste à droite. Après accouplement à ce niveau, au niveau du cécum, les femelles adultes des oxyures vont parcourir tout le gros intestin. Vous voyez le cadre, quand vous voyez, c'est souvent rectangulaire. Ils vont monter en passant par le côlon ascendant ou côlon droit. Le côlon transverse, c'est le côlon droit. Et le côlon descendant, ou côlon gauche, que nous appelons, nous en médecine, le sigmoïde. Et continuent leur traversée jusqu'au rectum, puis s'accrochent au niveau de l'anus. Là, ils viennent à l'extérieur. Ils pondent les œufs au niveau de l'anus. Cette migration que je viens de vous parler se fait le plus souvent la nuit. Pour ce faire, la femelle, une fois au niveau de l'anus, s'accroche avec il y a des petits crochets, la muqueuse anale, ça provoque des prurites, des lésions de grattage chez l'enfant. Je dis bien la nuit, même si c'est l'adulte d'ailleurs. C'est donc en se grattant habituellement que l'enfant, à main nue, va décrocher les œufs de l'oxyure qui sont microscopiques, non visibles à l'œil nu. Ces œufs vont souiller ses mains et s'accrocher à l'intérieur des ongles. L'enfant, comme vous savez, porte facilement ses mains à la bouche, va se recontaminer. Donc, l'enfant se recontamine habituellement et se réinfecte. Ce n'est pas tout. Mais écoutez bien, il souille aussi tout objet qu'il va attraper en dehors de sa bouche. Son nez et ses yeux, il y a aussi ses jouets, ses poupées, ses habits, le téléphone des parents, la télécommande, les poignées de porte. Et les poignées, et plutôt les adultes se contaminent parce que s'amusent avec ses enfants, touchent les mêmes télécommandes, les mêmes enfants, les bisous aux enfants. Sincèrement, qui de nous n'a jamais laissé son enfant son bébé mettre ses doigts dans sa bouche? C'est ainsi que les adultes se contaminent. C'est ainsi que l'oxyrose devient une maladie familiale. Puisqu'on retrouve les œufs au niveau même des draps, au niveau de l'air, vous savez, en remuant les draps, les œufs des oxyures peuvent résister en dehors de l'organisme pendant au moins, disons, 3 semaines. Vous voyez? Et ils peuvent comme ça voler dans l'air. C'est comme ça qu'on dit que l'oxyurose est une maladie familiale. Une fois que l'oxyure est rentré dans une maison, il est difficile de s'en débarrasser si on n'observe pas des mesures draconiennes d'hygiène. Comment suspecte-t-on une oxyurose chez l'enfant? Même chez l'adulte d'ailleurs, mais surtout chez l'enfant puisque c'est une pathologie plus que l'enfant. En réalité, nous n'avons pas de signe. Il n'y a pas de signe spécifique de l'oxyurose. Le signe le plus parlant, c'est les démangeaisons au niveau de l'anus. Sinon, l'enfant peut devenir irritable, anxieux, nerveux, avec des sautes d'humeur, des yeux enflés, parfois des grincements de dents, des démangeaisons au niveau des yeux, un peu de fatigue au réveil parce qu'il ne dort pas bien, de l'insomnie, des cauchemars. La migration se fait la nuit, donc il y a des douleurs abdominales, des ballonnements abdominaux avec impression de gaz dans le ventre. Il peut avoir un excès ou une perte d'appétit, excès ou perte de poids, paradoxalement. Les parents doivent faire très attention à tous ces signes-là, surtout les démangeaisons au niveau de l'anus, observer l'enfant et les insomnies, un enfant qui se remet la nuit, qui se fait des cauchemars pendant la nuit. Soyez vigilants. Un enfant qui change de comportement doit attirer l'attention des parents pour
l'oxyrose. Le diagnostic se fait comment? Pour les parents les plus vigilants, ils peuvent regarder, bien observer au niveau de l'anus de l'enfant, surtout la nuit, ou dans les petites culottes de l'enfant. Vous voyez des petits vers tout petits en faire de vermicelle, mais c'est, je vous dis, 1-2 mm, donc c'est petit. Donc, faites très attention, vous regardez. Autrement, on fait un scotch test, comme le nom l'indique. On prend un ruban adhésif spécialement conçu pour ça, qu'on plaque sur l'anus. Comment? On prend le ruban, on le colle au niveau de l'anus de l'enfant, on le rade un petit moment et on le retire. Il faut faire ça 2-3 fois. On met sur lame et lamelle et au microscope, le médecin voit très bien les oxyures. Sinon, on fait un examen de sel classique qu'on appelle oh là, j'ai oublié le nom de. Donc, on fait un examen de sel classique. On retrouve les oxyures. Le traitement, lui, il est facile. Cette fois-ci, je vous en donne. C'est les vermifuges. Il y a plein de noms. Combantrin, Fluvermal. Je vous donne le nom cette fois-ci parce qu'il est conseillé de déparasiter les enfants 2 fois dans l'année. Une fois l'oxyrose est avérée, le traitement curatif de l'oxyrose doit se faire en 2 temps. La première cure se fait aussitôt diagnostic fait. 2 à 3 semaines plus tard, il faut redonner la même chose, histoire de tuer les œufs qui étaient dans le tube digestif, qui vont devenir des vers adultes dans le délai de 3 semaines. Je vous l'ai dit, rappelez-vous que les œufs peuvent résister à l'air ambulant de 2 à 3 semaines plus tard. C'est-à-dire qu'au moment du premier déparasitage, les œufs ne sont pas tués parce que les vermifuges ne détruisent pas les œufs, mais ils détruisent que les vers adultes. C'est pour ça qu'il faut attendre que ces œufs deviennent oxyures adultes et refaire donc une deuxième cure pour les éliminer avec une seconde cure. Même traitement. Si vous m'avez bien suivi, chers internautes, vous avez donc compris que la prévention de l'oxyurose coule de source. Il s'agit de se laver les mains chaque fois avant de mettre quoi que ce soit dans la bouche, laver tous les fruits et les légumes crus qu'on ingère, manger des aliments cuits, plus de 60 degrés Celsius. Comme c'est une maladie familiale, il est question de déparasiter tout le monde, toute la maison. Tous les draps, les habits, les jouets de l'enfant doivent être lavés à une température supérieure à 60 degrés, nettoyer le sol à l'eau de javel, couper les ongles des enfants. Ça veut dire que les mamans aussi doivent avoir les ongles courts, ce qui n'est pas évident chez les jeunes mamans actuellement qui ont des rajouts des ongles. C'est une très mauvaise chose pour l'oxyrose. Ce n'est qu'à ce prix, s'il vous plaît, qu'on peut se débarrasser des oxyures dans une maison. Pour une fois, je vous en parle aussi, il existe aussi des remèdes des grands-mères comme l'ail, comme les graines de courge, etc., qui ont fait leurs preuves, qui sont des bons vermifuges, mais je ne vous en parle pas plus parce que ce n'est pas mon domaine, mais je sais qu'ils ont donné leurs preuves, ça c'est sûr. Voilà, pour ce qui est des oxyuroses. Passons maintenant à l'ascaris. L'ascaris est un ver rond. Il mesure 10 à 15 cm de long. C'est un ver
très fréquent dans les pays en développement, donc surtout dans les pays à température élevée, hein, dans nos pays qui sont des pays dits tempérés. L'ascaris existe dans ces pays-là. Alors, comment ça se passe avec l'ascaridiose? L'ascaridiose, donc, je disais, c'est une parasitose qui est causée par l'ascaris. Je viens de le dire, ce ver long de couleur rosée qui peut atteindre jusqu'à 20 cm de long, mais sa taille habituelle est autour de 10 cm. Comment se contamine-t-on? L'homme se contamine par injection d'œufs d'ascaris qui sont présents dans les matières fréquentes, les matières fécales souillées qui souillent l'eau, les fruits et les légumes. Écoutez bien, l'œuf éclot et libère les larves au niveau du tube digestif. Ces larves vont traverser la paroi intestinale, passer dans le sang et rejoindre le foie. Vous voyez, cette fois, c'est différent de l'oxyure. À l'intérieur de ce foie, il passe quelques jours pour muer, pour se transformer, et gagne le poumon. Et ensuite, le pharynx. C'est quoi le pharynx? C'est la partie musculaire qui s'ouvre entre le nez et la bouche au fond de la gorge, dans l'arrière-gorge. C'est ça le pharynx. À ce niveau-là, les larves vont être dégluties par réflexe pour être redirigées vers le tube digestif. Donc, ils reviennent au tube digestif dans l'intestin grêle. Vous voyez? À ce niveau, la larve finit son développement et devient un ver adulte. L'ascaris adulte se nourrit du contenu de l'intestin grêle, donc tout ce que nous ingérons. Les femelles vont donc pondre des œufs et ces œufs vont être éliminés dans les selles. Vous voyez? Une fois dans les selles, on peut se recontaminer, mais il faut que les œufs soient à l'extérieur. Quels sont les signes de l'ascaridiose? Je viens vous dire que les signes de l'ascaridiose, pour savoir, ça dépend de la phase de migration. Je vous ai dit que ça passe par plusieurs phases. Ainsi, lors de la migration larvaire, quand la larve progresse, il passe, j'ai dit, au niveau du foie, on a des signes hépatiques qui peuvent être des douleurs. Au moment où les larves passent au niveau du poumon, il est évident qu'il peut y avoir des signes pulmonaires, à savoir la toux, un peu de fièvre, mais surtout une gêne respiratoire. Faites attention à tout ça. Ce n'est toujours pas des pneumopathies. Quand la larve revient dans le tube digestif, il y a donc des signes digestifs, à savoir diarrhée, douleur abdominale, des ballonnements, des lésions de grattage sur un peu tout le corps, des troubles nerveux parce que l'enfant est un peu irritable, comme pour l'oxyrose, il s'irrite facilement, il a des troubles de sommeil, on observe tout ça aussi. La particularité de l'ascaridiose, attention, écoutez bien, c'est qu'en cas de contamination massive, et ce qui est pas rare, il peut y avoir des complications résultat de la cumulation de vers adultes dans le tube digestif. On peut avoir des appendicites liés au fait que les ascaris peuvent lier dans l'appendice les occlusions intestinales, car les ascaris constituent un bouchon qui bloque, si vous voulez, le transit intestinal, donc crée une occlusion intestinale. Il peut même y avoir des perforations intestinales, pardon. Le passage dans la région du foie peut donner des inflammations de la vésicule biliaire ou des voies biliaires et même des pancréatites parfois, qui est donc l'inflammation du pancréas. Le diagnostic se fait par la recherche des œufs
d'Ascaris dans les selles au microscope. Ceci au moins 2 mois après la contamination. C'est donc le temps que la larve soit adulte et ponde donc des œufs à son tour. Donc, vous avez vu que la période d'incubation, c'est 21 jours. L'homme, pour être contaminé, il faut que les œufs sortent du tube digestif, contaminent soit l'eau, soit les fruits ou les légumes qui n'ont pas été lavés ou mal lavés, et une fois ingérés, c'est en ce moment-là que la personne, le sujet peut être contaminé. Par contact direct d'homme à homme, on ne peut pas être contaminé. Donc, pour les ascaris, il n'y a pas d'infection dite familiale compte tenu de son mode de contamination, contrairement aux oxyures. On peut être en contact avec une personne malade de l'axaridiose sans être contaminé. Quel est son traitement? Ben, le traitement ici est le même que celui des oxyures. L'albendazole ou du flubendazole ou l'ivermectine, ce qu'on appelle dans le pays les Intel, etc. Je ne fais pas de la pub, mais c'est ça. Pour les ascaris, il n'est pas nécessaire de refaire une deuxième cure comme dans l'oxyurose. Il s'agit d'une pathologie qui se traite, mais en tout cas très facilement. Quelle est la prévention? Comme ça s'entend, laver des légumes, boire de l'eau propre et toujours se laver les mains, garder des mesures d'hygiène nécessaires pour éviter toute contamination. Mais dans nos pays, vous savez, où l'eau est un luxe, inutile de dire que presque 99% des enfants font la maladie. Passons au ténia. Le ténia est un ver solitaire. Solitaire parce qu'il grandit tout seul dans l'intestin de l'homme. Ils ne peuvent pas être deux. Il peut vivre jusqu'à 40 ans dans un organisme humain et peut mesurer jusqu'à 10 mètres. Ce ver parasite provient de l'alimentation, particulièrement de la consommation de viande crue ou mal cuite, infestée par les larves, contaminées par les larves, excusez-moi. La contamination peut se faire de deux façons. Aliments cuits, viande cuite ou insuffisamment cuit. Ce ver est constitué de plusieurs anneaux ou replis qui contiennent des œufs. Ces œufs se cachent dans les muscles, soit de la viande bovine ou de la viande porcine. Chaque type de viande a son type de ténia. Ce n'est pas le même ténia. Le ténia bovin qui s'appelle Saginata, ce n'est pas le ténia porcin qui est le ténia solium. Il y a aussi un ténia asiatica qui ne nous intéresse pas. Ce ténia va donc rester dans le tube digestif. Le deuxième mode de contamination, c'est à partir du ramassage des aliments contaminés par les selles d'animaux, les chiens par exemple, les loups, les renards, etc., lors des jardinages. Le jardinier n'a pas de gants, par exemple, et une fois les mains souillées, comme vous savez, les animaux, les carnivores mangent de la viande crue, eux, ils ne font pas le ténia. Les mains du jardinier qui sont souillées, non gantées, non lavées, comportent un fort risque de contamination. Une fois qu'on a le ténia, les symptômes, c'est quoi? Le ténia ouvert solitaire n'a vraiment pas de signe particulier, mais on peut observer certains signes du genre perte rapide de poids, brutale. On peut retrouver des petits anneaux ou du genre de pâte blanche qu'on peut retrouver dans les sous-vêtements le matin ou dans ses selles ou sous la douche, qui peuvent attirer l'attention du patient, du porteur du ténia. Il faut faire attention quand vous levez. On peut avoir une fatigue inhabituelle, des nausées, des petits troubles digestifs, des pertes d'appétit,
de petites douleurs abdominales et parfois des maux de tête. Pour cela, il faut consulter et le diagnostic se fait par la coproculture, l'examen des selles, ou la prise de sang pour mesurer les globules blancs, particulièrement les eosinophiles. Ou alors, on peut faire un examen au fond d'œil, un scanner ou l'IRM. Pourquoi on fait ce genre d'examen? C'est parce que dans les complications des risques liés au ténia, on peut avoir des signes neurologiques qui sont rares, c'est vrai, mais qui peuvent survenir. Et quand ces signes surviennent, ça témoigne de la gravité de la pathologie qui, fort heureusement, est très, très exceptionnelle. La prévention du ver solitaire passe par une bonne cuisson des viandes pour éliminer tous les larves qui sont présentes dans la viande, le lavage des mains après passage aux toilettes, comme pour les autres parasitoses d'ailleurs, lavage des mains après le jardinage, toujours avoir des gants et observer toutes les précautions que nous avons citées au niveau des autres parasitoses digestives. Très important. L'infection par le ver solitaire se traite très facilement, Dieu merci, et tue très rarement. Ceci dit, ce n'est pas une raison de la négliger, puisqu'elle peut quand même tuer, je vous l'ai dit, il y a des signes neurologiques. Enfin, je vais vous parler rapidement d'une autre parasitose qu'on appelle l'ankylostomiase, qui est une parasitose digestive, mais dont l'infestation est cutanée. Cette fois-ci, ce n'est pas par la bouche. La pathologie est digestive, certes, mais ça passe par le sang. Souvent, c'est chez les gens qui sont pieds nus. La maladie, ça s'appelle l'ankylostomiase, c'est la maladie des gens qui marchent pieds nus, parce que ça rentre et ça passe dans le sang. Son évolution est très souvent favorable, ce n'est pas grave, mais ça peut donner des grosses maladies, des grosses conséquences. C'est des gens qui sont déjà fatigués, puisque ça donne beaucoup d'anémie. La prévention et les traitements sont les mêmes que les autres parasitoses digestives, en dehors de l'anémie qu'il faut aussi traiter. Il existe d'autres parasitoses digestives, mais les 4 que je viens de vous citer sont les plus représentatives des parasitoses digestives. Qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé? Que 1. L'oxyurose est une parasitose très difficile à se débarrasser, les oxyuroses. Une fois installée, elle devient une maladie familiale et ne peut être vaincue que par des mesures d'hygiène très, très draconiennes. L'ascaridiose peut entraîner des problèmes pulmonaires, mais surtout des occlusions intestinales dont la sanction ne peut être que chirurgicale. Les autres parasitoses, le ténia et l'ankylostome, nécessitent des règles d'hygiène que nous avons déjà citées plus haut, à savoir le lavage des mains, lavage des fruits et légumes et bien cuire ces aliments. Enfin, pour les ankylostomes, porter des chaussures. Voilà ce que je peux vous dire, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, vous avez bien compris que de ce que je viens de vous dire dépend un service de voirie très, 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 très efficace. Or, dans nos pays où la voirie est inexistante, comment voulez-vous qu'on se débarrasse de ce genre de pathologie? L'eau, il faut de l'eau propre. Est-ce qu'il existe de l'eau propre dans vos pays, même si les responsables politiques viennent se défendre pour vous donner les raisons pour lesquelles l'eau n'est pas propre? Malgré leur état insalubre, les rivières de la ville de Pointe-Noire sont riches en ressources halieutiques essentielles à l'alimentation de ses habitants. À proximité du pont reliant les quartiers Fuchs et Mbota,
Cet homme pratique la pêche à l'aide d'un filet. Chaque fois, quand il y a la pluie ou pas, on arrive, on pêche un peu, on gagne un peu, et puis on amène à la maison. Comme j'ai le filet, on pêche ça là-bas. Donc comme un jour je passais, je dis bon, je vérifie si je peux trouver les poissons qu'on pêche aussi là-bas. C'est là où je suis passé. Et heureusement, j'ai eu les poissons dans l'eau. Là où j'ai dit bon, il faut que je vienne tenter aussi. C'est là où j'ai commencé par arriver, faire la pêche un peu ici. Quand je trouve le poisson, il y a des gens qui élèvent ça. C'est le cap. Donc, les petits là, on jette ça dans l'eau. Les autres qui sont un peu gros là, on vend ça à ceux qui élèvent ça à la maison. Dans cet environnement aquatique se développent également les activités de maraîchage où les cultures sont arrosées avec cette eau de la rivière. Or, ce n'est plus un secret pour personne. Les rivières de Pointe-Noire sont devenues de véritables dépotoirs, empêchant l'eau de circuler convenablement, surtout en période des pluies, pendant laquelle les larves microbiennes se multiplient et entraînent des infections. Ce spectacle désolant que présente la petite hydrographie urbaine de Pointe-Noire est déplorable. Ces rivières insalubres qui nourrissent bon gré mal gré les populations sont hélas une porte ouverte aux maladies. On s'en fout. Normalement, on doit avoir dans un pays une eau de bonne qualité, un traitement des déchets bien suivi, des services qui sont bien équipés, mais malheureusement, il sera difficile dans nos pays de se débarrasser de ce genre de petits parasites qui, dans d'autres cieux, n'existent presque plus, où on les trouve de façon rarissime. Chez nous, je pense que 80 à 90% des enfants sont atteints de ce genre de parasites simplement parce que les conditions de vie ne sont jamais améliorées depuis 60 ans. En tout cas, faisons attention. Comme on ne peut pas boire de l'eau potable, malheureusement, on va boire de l'eau qu'on a sous la main et c'est cette eau qui, malheureusement, nous entraîne toutes ces parasitoses. Merci de faire attention à tout ça. Tout le monde n'a pas l'argent pour aller acheter de l'eau dans des supermarchés. Tout le monde ne peut pas aller dans des sources au fond des forêts pour boire de l'eau pure. Tout le monde n'a pas les moyens de se débarrasser des déchets à domicile. Qui, à votre avis, aurait pu faire ça? Suivez mon regard. Merci. Pour terminer, je vous remercie pour votre fidélité. Nous vous disons à la prochaine émission. Venez nombreux, likez, envoyez des followers, commentez et on se retrouve à la prochaine émission. Entre-temps, comme je dis souvent, prenez soin de vous. Au revoir.